C'est le plus beau théâtre du monde, disaient Jean Cocteau et Victor Hugo, qui habita une des maisons de cette grande place. Ne pensez pas autre chose. Plus catégorique encore, c'est la plus belle place du monde. C'est en tout cas le symbole de cette ville étonnante qui est Bruxelles, le multi-capitale. Bruxelles, ville essentiellement francophone, mais aussi capitale de la Flandre. Bruxelles, ville multiculturelle. Bruxelles, ville ancienne. Et quand on a à peine quitté la ville ancienne, on est au cœur de la modernité. Bruxelles, ville du bien vivre, du bien boire, du bien manger, ville de culture qui attire de plus en plus de voyageurs venus la découvrir du monde entier. Cette grande ville, celle qui a tout d'une grande et qui a gardé quand même le charme d'une taille finalement réduite. Nous sommes aussi au pays de la bande dessinée, du chocolat et du surréalisme. Ceci n'est donc pas une escapade. Hormis Victor Hugo, la Grand Place de Bruxelles fut habitée par d'autres personnalités. C'est ici, par exemple, que Karl Marx commença à rédiger son manifeste Le Capital. En tant que cœur de la cité, cette place a souvent fait l'objet de convoitises. C'est ainsi qu'elle fut incendiée et détruite en 1695 par les troupes françaises sous les ordres du maréchal de Villeroy. Elle fut alors entièrement reconstruite pour accueillir les maisons des différentes corporations de Bruxelles, dont celle des brasseurs. Ces autres monuments marquants sont évidemment la Maison du Roi et l'Hôtel de Ville. C'est de son balcon qu'apparaissent pour saluer la foule les rois, les visiteurs célèbres de la ville et les sportifs belges au lendemain de leurs exploits. Reconnaissance suprême, la Grande Place de Bruxelles est inscrite depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah, c'était autant au Bruxelles-Bruxelais, mais c'était autant d'avant le cinéma muet quand la capitale de Belgique, à l'époque, elle l'est toujours, voit une effervescence, une efflorescence de création dans un genre particulier que l'on allait qualifier d'art nouveau. Vous en avez un exemple derrière moi avec l'hôtel Van Het Veld, dû à Victor Horta, rejoint aussi par Paul Anka et Henri Van de Velde. L'UNESCO ne s'y est pas trompé, qui a fait de Bruxelles art nouveau un de ses fleurons. Un fleuron à découvrir au rythme paisible de la bicyclette, c'est ce que propose une association depuis 1992. ProVélo est une association qui a été créée avec objectif de promouvoir l'usage du vélo comme mode de déplacement et de découverte. Pour ce faire, nous proposons notamment des vélotours guidés, donc des tours de ville à vélo, sur des tas de thèmes différents, mais notamment également autour de l'art nouveau. Et si l'on changeait tout ? La question de Victor Horta allait secouer les idées et faire exploser les talents. Horta fut le précurseur d'un art nouveau révolutionnaire, vibrant et inspiré. L'art nouveau est un style architectural qui naît à Bruxelles en 1893, lorsque d'une part, Victor Horta a construit l'hôtel Tassel, à proximité de l'avenue Louise, qui annonce un art nouveau floral d'inspiration végétale, et d'autre part, Paul Anka construit la même année sa maison personnelle rue de Fax, qui, lui, annonce un style art nouveau plutôt géométrique. Donc on trouve à Bruxelles une déclinaison de bâtiments art nouveau qui a donné à Bruxelles ce titre de capitale européenne de l'art nouveau. Entrer dans l'univers de Victor Horta par la grande porte, celle de son musée établi dans la maison personnelle et l'atelier de l'architecte, c'est découvrir un extraordinaire répertoire de lignes, de formes et d'atmosphères uniques au monde.
Construits entre 1898 et 1901, les deux bâtiments du musée sont caractéristiques de l'Art nouveau à son apogée. La maison a conservé sa décoration intérieure. Mosaïques, vitraux, mobilier, peintures murales en font une réelle harmonie. Mais les témoignages du talent de ce grand architecte sont aussi disséminés dans la ville. Voilà, nous sommes ici devant l'hôtel Van Eetvelde, qui a été construit en 1895 par Victor Horta pour le baron Edmond Van Eetvelde, qui était un conseiller de Léopold II et l'administrateur de l'État indépendant du Congo. Alors, dans cet hôtel, on retrouve toutes les caractéristiques de l'Art nouveau et notamment la structure métallique laissée apparente en façade. Cette structure métallique, quoique peinte dans une couleur qui fait un petit peu oublier la présence du métal, se trahit par les nombreux rivets laissés apparents qui contribuent d'ailleurs à la décoration de la façade, en plus de ces décors mosaïques dans lesquels on retrouve la ligne propre à Victor Horta, la ligne en coup de fouet. Et voilà, ici nous arrivons devant la maison de Paul Cauchy, qui était architecte et également décorateur. Une de ses spécialités était l'élaboration de ce graphite, ce qui explique que la façade de sa maison personnelle en soit entièrement couverte. Alors c'est une technique qui n'est pas propre à l'Art nouveau, c'est une technique même beaucoup plus ancienne que l'Art nouveau, mais qui va être fort remise en valeur à l'époque de l'Art nouveau parce qu'elle permettait d'apporter de manière économique et relativement facile de la couleur dans l'architecture. Les surfaces à décorer étaient généralement petites, donc cette maison-ci est une exception en la matière. Donc sur la surface à décorer, on appliquait un mortier sombre, sur lequel on appliquait ensuite un mortier blanc frais. Tant que celui-ci était encore frais, avec un outil spécial qui sert à gratter, d'où le terme de sgraphite aussi, dans lequel on entend sgraffiare et qui veut dire gratter, on grattait les contours d'un dessin. Et donc on réatteignait la surface inférieure plus foncée, qui donnait ainsi une bordure sombre au dessin. Et après, on pouvait appliquer des couleurs sur les différentes surfaces obtenues. Une maison Horta n'est pas que musée, elle peut aussi s'apprécier au quotidien. C'est le choix qu'a fait Manuela, née napolitaine mais citoyenne de Bruxelles depuis 13 ans et heureuse propriétaire d'un bien de prestige. Par hasard, j'ai trouvé sur un site internet des photos de cette maison et j'ai tout de suite eu envie de la visiter, de la voir. Et je suis venue ici, j'ai pris rendez-vous, j'ai voulu rester dans cette maison un peu de temps, toute seule, pour voir si je sentais quelque chose. Il faut qu'on se sent bien chez soi. Et voilà, je suis tombée amoureuse et j'ai eu ce coup de foudre pour la maison et j'ai tout de suite fait mon offre d'achat. Voilà, c'était en 2005. C'était, je ne dis pas un taudis, mais c'était une maison vraiment à l'abandon. Il y a eu des squatters qui avaient habité ici. La maison avait fait l'objet d'un décret d'insalubrité par la commune. Donc vraiment, ça ressemble pas du tout. Et un jour, je me dis que j'aimerais bien faire un book avec l'avant et l'après, parce qu'on n'imaginerait pas en fait qu'est-ce que c'était. Il n'y avait même pas les vitraux en fait, n'étaient pas là. Donc pas tous les vitraux étaient présents. C'est toujours work in progress, hein, cette maison, donc elle évolue avec moi, elle vieillit avec moi aussi, donc c'est pour ça il faut en avoir beaucoup de soins. Mais je suis aussi une fille un peu rétro, hein. Donc je n'ai pas voulu, souvent quand on restaure ou on rénove pour l'instant des vieilles maisons, on choisit le contraste entre le contemporain, le mobilier contemporain et en fait et le reste. Et moi j'ai pas voulu, enfin j'ai voulu garder tout comme ça, je chine beaucoup, les meubles ne sont pas du tout des pièces très importantes, mais c'est des choses que j'aime, pour lesquelles j'ai aussi eu un petit coup de foudre au moment où je les ai vues, et voilà, donc c'est quelque chose qui m'amuse et voilà. Ça a des contraintes, bien sûr, ça veut dire qu'on n'est pas libre de faire avec cette maison ce qu'on veut, mais c'est exactement ce que je désirais pour cette maison. Parce que dans l'avenir, si jamais je devais m'en priver, en fait, je sais que quelqu'un d'autre serait obligé d'en avoir un peu de respect et donc que les éléments du patrimoine resteraient intacts.
c'est toujours le printemps dans cette maison. Alors comme moi j'ai du mal en tant que napolitaine à tolérer le climat belge, donc c'est seulement ici que je pourrais vivre. C'est toujours un peu champêtre à l'intérieur de chez moi. Bruxelles est résolument la ville de l'Art Nouveau. Nous sommes au MIM, Musée des instruments de musique. Ici l'on trouve l'une des plus grandes collections d'instruments du monde. Le visiteur est comblé. Ses sens se perdent tant dans l'intérêt historique qu'architectural, et visuel ou sonore. Le Mont des Arts, qui marque la séparation entre le haut et le bas de la ville, abrite salles de spectacle, monuments historiques et musées. Parmi ces musées, les Beaux-Arts consacrent depuis peu une grande place à la plus importante collection d'œuvres au monde de René Magritte. Toutes les périodes de l'artiste sont ici représentées et particulièrement le surréalisme qui allait le faire connaître et qui le place aujourd'hui encore comme l'un des artistes contemporains les plus cotés. Le surréalisme n'est pas une école littéraire ni une école d'art. Les surréalistes utilisent les moyens littéraires et artistiques en vue de manifester ce que l'esprit peut dire et qui ne soit pas encore connu. Le surréalisme, un mouvement dont le nom fut créé par Apollinaire en 1917 et le concept défini par André Breton en 1924. Il fit beaucoup d'émules en Belgique, au nombre desquels Magritte bien sûr, ou ses amis Léopold Skutner et Achille Chavet. Le surréalisme voulait explorer de nouvelles techniques de création, laissant le champ libre à l'inconscient. La trahison des images est le titre d'un tableau représentant une pipe et sous laquelle se trouve une inscription. Ceci n'est pas une pipe. Moi, je ne vois rien de paradoxal dans cette image, car l'image d'une pipe n'est pas une pipe. Peut-être, ça pourrait-il paraître simpliste, mais néanmoins, ça cause un choc aux personnes qui ne pensent pas à cette évidence.